L'origine du sida est toujours un mystère sur lequel la communauté scientifique est longtemps restée muette. N'y a-t-elle pas vu d'intérêt ou a-t-elle eu peur de savoir? Au début de l'épidémie, les gens ont pensé qu'il fallait des explications d'un type nouveau à cette bombe venue de nulle part. En fait, personne ne savait. À ce moment-là, on ne connaissait dans le monde animal aucun cousin, si je puis dire, à ce type de virus. Mais ce cousin existe bel et bien. Et c'est en 1989 que des chercheurs le découvriront dans un animal, le chimpanzé. Ils l'appelleront le VIS, le virus d'immunodéficience du singe, par analogie à notre VIH, le virus d'immunodéficience de l'homme. Ces deux virus sont si proches qu'ils feront du VIS l'ancêtre du virus du sida. Comme vous le savez, le chimpanzé est très proche de l'homme. Les similitudes génétiques sont nombreuses. On pourrait donc penser qu'en inoculant le VIH à un chimpanzé, on lui ferait développer le sida. Curieusement, ce n'est pas le cas. C'est l'une des données scientifiques les plus surprenantes à l'heure actuelle. Loin d'être contaminé par le virus, le chimpanzé se porte bien. Pourquoi l'homme ne peut-il en faire autant? Pourquoi, si l'on injecte une dose énorme de VIH à un chimpanzé, après un temps où le virus aura circulé dans son sang, il développera des anticorps, comme le ferait l'homme. Et puis le VIH disparaît, et on n'en trouve plus la moindre trace. De ce point de vue, les chimpanzés sont absolument fascinants. La date, 1959. Nous avons le lieu, Léopoldville, ancienne capitale du Congo belge, aujourd'hui Kinshasa. La première trace du sida vient donc du cœur de l'Afrique, plus de 20 ans avant l'apparition de l'épidémie en Amérique. Si l'on part de l'hypothèse que le VIH est apparenté au VIS, la variante simienne du virus, on peut se demander quels sont les contacts entre les humains et les singes. Le citoyen lambda n'a aucun contact avec les singes. Il n'y a, à mon sens, que deux façons d'être en contact avec un singe. D'une part, il y a des gens qui mangent du singe et, ce faisant, ils nettoient l'animal avec des couteaux plus ou moins bien aiguisés et se contaminent de cette manière. D'autre part, nous avons utilisé et nous utilisons encore des vaccins faits à partir de cellules de singes que nous inoculons aux gens. Pour qu'il y ait transmission du virus du sida, il faut qu'il y ait contact avec le sang. L'hypothèse la mieux acceptée par la communauté scientifique est la théorie du chasseur. Elle privilégie l'idée d'un accident durant lequel un homme aurait été infecté avec le sang d'un chimpanzé contaminé. Mais elle ne permet pas de comprendre pourquoi le sida n'est apparu que si récemment, car en Afrique, on chasse le chimpanzé depuis la nuit des temps. Il existe une autre hypothèse bien plus dérangeante. C'est en 1992 qu'un journaliste indépendant, Tom Curtis, publie un article dont il ne soupçonne pas les conséquences. Un jour, un militant de la lutte anti-sida m'a envoyé de Californie des coupures de journaux en disant qu'il s'agissait d'informations propres à intéresser un journaliste d'investigation. On y disait que c'était bien joli de parler de rites tribaux bizarroïdes et d'autres hypothèses possibles quant aux origines du sida, mais que c'était un fait avéré que le virus du singe, le SV40, avait été transmis à des millions de personnes de par le monde. Cela donnait à entendre qu'un phénomène similaire avait pu se produire avec le sida. Cette révélation est une bombe.
Les vaccins anti-polio auraient été contaminés dans les années 50 par un virus de singe, le SV40. Tom Curtis va en déduire que la même chose a pu se passer avec la transmission du sida à l'homme, et ceci pour deux raisons. L'ancêtre du VIH est aussi un virus de singe. Et Curtis fait le rapprochement avec une campagne de vaccination polio au Congo. Je me suis penché sur la campagne de vaccination anti-polio menée par le docteur Koprovski dans l'ancien Congo belge, entre le milieu et la fin des années 50. J'ai axé mes recherches sur cette campagne à cause de la coïncidence géographique. C'est en effet dans la même région que les chercheurs situaient les débuts de l'épidémie de sida chez l'homme. Et cette fameuse région d'Afrique est justement l'épicentre de l'épidémie du sida. La thèse de Curtis va secouer la communauté scientifique, car elle met en cause un des leurs, un chercheur de renom, pionnier de la lutte anti-polio, Hilary Koprovski. La communauté scientifique s'est brusquement sentie menacée. Si un journaliste se met à publier des articles dans le Rolling Stone, mon Dieu, mais quelle atteinte à notre dignité! Les scientifiques étaient très inquiets, notamment parce que l'auteur des articles était un journaliste professionnel. Et ils craignaient que les gens ne veuillent plus faire vacciner leurs enfants contre la polio. En 1958, l'Amérique se relève d'un fléau qui la hante depuis plus de 50 ans, la polio. Cette maladie, jusqu'alors incurable, paralyse et tue, surtout les enfants. « 90 millions d'Américains se sont fait vacciner au cours d'une des plus grandes campagnes de vaccination jamais organisées. Le vaccin anti-polio est l'un des plus grands succès de l'histoire de la médecine et a fait de son inventeur, Jonas Salk, un héros. Pour faire des cultures primaires à partir de reins de singe, tout ce qu'il vous faut, ce sont des singes, des flacons, des bouteilles et une solution nutritive. À cela s'ajoute en général du sérum fœtal de veau ou de bœuf, dont l'usage était alors très répandu, et le tour est joué. On prélève un morceau de tissu rénal et on le divise. Pour le diviser, on prend très prosaïquement une paire de ciseaux et on coupe, jusqu'à obtention d'une suspension de cellules assez grossière, c'est-à-dire qu'elles présentent des grumeaux. Vous transvasez ensuite dans les flacons et vous laissez reposer pour faire une monocouche de cellules. Vous ajoutez le virus de la polio, puis vous prélevez le liquide de ces cultures. Filtrez pour enlever les restes de cellules, et ça y est, vous avez une suspension de virus. Inactivez-la ensuite avec du formol, mettez en bouteille et vous avez votre vaccin anti-polio. C'est tout. Il est extrêmement difficile d'obtenir des cultures entièrement pures au stade des cultures primaires. Vous pouvez avoir une culture de cellules de reins de singe à l'aspect tout à fait pur à première vue. Mais si vous la filtrez ou si vous l'observez à l'aide d'un microscope spécial, vous pouvez constater la présence d'autres types de cellules. Et ces autres cellules pouvaient être infectées par des virus. Ainsi, en voulant éradiquer une maladie, on prenait le risque d'en générer une autre. Les autorités sanitaires auraient été au courant des risques, mais auraient dissimulé cette information. Les scientifiques et les organismes gouvernementaux savaient. C'est la chercheuse Bernice Eddy de la Food and Drug Administration
qui la première a eu vent de l'existence de ces virus, et ces découvertes ont été étouffées pour la plupart. On a beaucoup discuté au sein de la FDA du fait qu'elle aurait prélevé des échantillons de tumeurs sur des souris pour les montrer à ses supérieurs, lesquels se seraient montrés tout à fait partiaux, refusant d'envisager qu'il s'agisse là d'un dangereux virus. Elle n'en a pas moins exposé son travail lors d'un congrès à New York, ce pourquoi elle a de nouveau fait l'objet de critiques. Plus tard, les Dr. Sweet et Hillman, qui avaient entendu parler de cette affaire, ont mis en évidence le même virus et l'ont appelé SV40. C'est à cette même époque que la nomenclature précise de ces virus de singe est établie et publiée dans la littérature médicale. Le SV40 n'était que le 40e d'une longue liste. Ce qui me met vraiment hors de moi, c'est que, alors que nous avons maintenant, grâce au génie génétique, la possibilité de fabriquer un vaccin anti-polio à base de protéines de synthèse, nous n'en faisons rien. On continue d'utiliser de la purée de reins de singe et de vacciner les enfants avec. Utiliser des singes pour fabriquer des vaccins était et reste toujours dangereux. Dans les années polio, Hilary Koprowski est un tout jeune chercheur d'origine polonaise. Brillant et ambitieux, il veut à tout prix se faire un nom dans son nouveau pays d'adoption, les États-Unis. En 1950, à l'insu de tous, il teste en secret sa première mouture d'un vaccin polio vivant, le TN, sur 20 enfants handicapés à Letchworth Village, dans l'État de New York. Quand la communauté scientifique apprend qu'Hilary Koprowski a pu faire des expérimentations sur des êtres humains, c'est un vrai scandale, même si le test est couronné de succès. Elle va le sanctionner et Koprowski se voit alors refuser tout soutien des autorités officielles qui lui préfèrent le plus classique, Jonas Salk. Mais Koprowski s'entête et se tourne vers le secteur privé, celui des industries pharmaceutiques. Il poursuit ses recherches et teste différentes versions de son vaccin oral anti-polio sur de petits groupes humains. En 52 à Sonoma, en 53 à nouveau à Letchworth Village, en 54 à Woodbine et en 55 au Clinton Farms. Un événement tragique va lui donner raison. Le 23 avril 1955, 260 enfants ayant reçu le vaccin Salk tombent malades. 11 d'entre eux meurent. L'enquête montrera que des lots provenant du laboratoire Cutter étaient défectueux. La confiance dans le vaccin Salk est ébranlée et Koprowski a la voie libre pour s'imposer. Mais il n'est plus tout seul. Un autre géant de la science dévoile son intention de développer lui aussi un vaccin vivant atténué, Albert Sabin. Entre les deux hommes, la course est lancée et ce sera un duel sans merci. Il y avait d'une part Albert Sabin, qui considérait la chose comme un formidable défi. Du point de vue de Hilary, oui, c'était un grand défi. Oui, c'était un problème médical. Oui, il serait intéressant de le résoudre. Et oui, on se servirait de tous les moyens possibles et qui resteraient dans la limite de la légalité. Vous aviez donc deux rivaux qui poursuivaient exactement le même but. La façon dont ils ont agi ensemble, mais aussi l'un contre l'autre, est un des grands drames de notre époque. Ils étaient prêts à se servir de sujets qui n'étaient pas forcément au courant de ce qu'ils allaient faire. Ils seraient allés sur la face cachée de la Lune si ça leur avait permis de prouver si oui ou non leur produit était viable. Pour gagner cette course, il faut pouvoir tester. Et pour tester, il faut pouvoir le faire sur des populations les plus larges possibles, ce qui n'est plus le cas de l'Amérique, déjà immunisée. Le premier qui aura fait la preuve de la fiabilité de son vaccin aura gagné. Sabin passe un accord secret avec son pays natal, l'URSS. Il y vaccinera plus de 6 millions de personnes, en Lettonie, en Estonie et au Kazakhstan.
Koprovsky, lui, choisit l'Afrique et un pays en pleine expansion, le Congo belge, longtemps propriété du roi Léopold et joyau de l'empire colonial. Avec ses mines de diamants et surtout d'uranium, le Congo fait partie d'accords commerciaux entre l'Amérique et la Belgique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est aussi et surtout un pays dont l'infrastructure sanitaire est parmi les mieux organisées et les plus modernes d'Afrique. L'Institut Princess Astrid est un des laboratoires médicaux les plus importants et les plus complets de l'Afrique centrale. Au Congo, retour au calme politique après les récentes perturbations. Léopoldville s'engage dans une lutte sans merci contre la paralysie infantile. Les hôpitaux sont pleins à craquer de mères avec leurs enfants, lesquels se verront administrer par voie orale un nouveau vaccin contre ce fléau qui frappe les jeunes. Il s'agit d'une préparation à base de virus actifs mise au point aux États-Unis par le docteur Hilary Koprovsky de Philadelphie. À la différence de notre célèbre vaccin Salk, celui-ci n'est pas injecté, et si l'on en juge d'après la facilité avec laquelle les enfants l'acceptent, ça doit être bon. Hilary Koprovsky est allé au Congo et il a pris des gens qui avaient fait l'objet d'abus et de mauvais traitements, qui avaient été, si je puis me permettre, victimes de l'expansion coloniale depuis près d'un siècle. Et il s'est servi d'eux. Je ne crois pas que quiconque à l'époque se soit soucié de l'aspect éthique de la question. L'occasion se présentait, c'était légal, c'était autorisé par le gouvernement belge, ils y sont allés, ils ont fait leur boulot, un point c'est tout. Pas de quoi en faire toute une histoire. Sabin et Koprovsky font leurs expérimentations au même moment avec leur vaccin polio. Aucun cas de sida ne s'est déclaré en Russie, mais au Congo, les premiers cas de sida apparaissent un an après les campagnes de vaccination. Est-ce une coïncidence? Ou y a-t-il, comme Curtis l'avait suggéré, quelque chose de différent dans le vaccin Koprovsky? Pour répondre à cette question, Curtis avait demandé qu'on teste le vaccin utilisé au Congo, ce que Cecil Fox avait déjà voulu faire en 1985. Quand je me suis présenté à la Food and Drug Administration, en tant qu'employé du gouvernement, pour demander si je pouvais avoir des échantillons des premiers lots de vaccins anti-polio pour les analyser, afin de déterminer s'ils présentaient des traces de virus, on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Ou plutôt qu'il y en avait bien eu, mais que quelque chose s'était produit, à la suite de quoi on n'en avait plus, et je ne pouvais donc pas y avoir accès. Je n'en trouverais pas, et il n'y avait pas moyen d'aller vérifier dans leur congélateur. D'autres personnes m'ont dit que tout ce travail avait déjà été fait, et que la thèse était infirmée. Je n'avais qu'à prendre ça pour argent comptant, même si je ne les croyais pas. C'est donc parce que j'étais fonctionnaire que j'ai dû laisser tomber. Je n'ai pas pu poursuivre mes investigations. Pourquoi Cecil Fox n'a-t-il pu accéder aux échantillons polio du Congo? Peut-être parce qu'en 1958, Albert Sabin analyse le vaccin de Koprovsky, appelé CHAP, et trouve qu'il est instable et contaminé par un virus inconnu qu'il nomme virus X. Il en informe Koprovsky. La réponse de ce dernier ne se fait pas attendre. Mon cher Albert, j'ai lu avec attention votre étonnant courrier du 17 novembre, ainsi que ses annexes, plus étonnantes encore. Tout comme vous, j'essaye de me mettre dans votre situation, mais je ne me vois pas un seul instant rejetant avec désinvolture 10 ans de travail d'un autre chercheur sur la base d'une vague idée dépourvue de tout fondement. Je suis également certain que vous connaissez la maxime de La Rochefoucauld, les querelles ne dureraient pas longtemps si le tort n'était que d'un côté. Monsieur, votre lettre du 1er décembre ne mérite pas de réponse. Manifestement, tout discours et analyse dépassionnés sont impossibles avec vous. En science, sarcasme et invective ne peuvent tenir lieu de faits reproductibles. Adieu,
mon ancien ami et collègue. En 1999, Hooper publie enfin les résultats de ses recherches dans un livre de plus de 1000 pages. The River. Bonsoir. Le sida pourrait-il avoir été causé accidentellement par les chercheurs? D'après un récent ouvrage, le VIH, présent à l'origine chez certains singes, aurait été transmis à l'homme quand en Afrique des scientifiques auraient utilisé des cellules de primates lors d'une campagne de vaccination contre la polio. Voyons avec l'auteur si ces assertions résistent à la critique. Le sida est apparu du fait de l'homme et non du fait de Dieu. Un vaccin expérimental anti-polio buvable, élaboré, je crois, à partir de reins et de sang de chimpanzés et administré à plus d'1 million d'Africains au Congo belge, au Rwanda et au Burundi entre 1957 et 1960, correspond si précisément aux premières apparitions du sida qu'à mon avis, nous sommes en présence du chemin par lequel le virus du chimpanzé est parvenu jusqu'à l'homme. On voit sur cette carte la remarquable corrélation entre les endroits où le vaccin Chat a été administré en Afrique centrale et les premières occurrences du VIH et du sida. Comme Tom Curtis, Hooper affirme que le vaccin Chat de Koprowski est bien différent des autres vaccins anti-polio. Mais pour lui, le singe utilisé dans sa fabrication n'est pas le singe vert, mais le chimpanzé, l'animal porteur de l'ancêtre du virus du sida.